Oui, merci. Effectivement, je vais essayer de vous montrer comment l'ADAP s'est investi dans cette dynamique de développement d'aménagement de peine, en tentant de donner les moyens, notamment aux services déconcentrés, pour faire face à ces évolutions législatives très favorables aux aménagements de peine. Donc, le titre de notre intervention, c'est politique d'aménagement de peine, où en est-on? Donc, ce qu'on a déjà fait, je vais essayer de vous présenter ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on va mettre en œuvre, ce que le garde des Sceaux a déjà annoncé comme projet. La troisième partie, j'espère que ça vous intéressera, mais lorsqu'on a préparé l'intervention avec Claire Lapointe hier, on se disait ce serait bien qu'on vous explique ce qu'on fait notre bureau, pour que vous sachiez un peu, pour que vous voyez concrètement ce que notre bureau fait pour toujours maintenir cette dynamique de développement des aménagements de peine. Donc la troisième partie, ça sera vraiment des exemples concrets de notre activité quotidienne. Et puis la quatrième partie, ce sera un focus sur le placement à l'extérieur, parce que je crois que là-dessus on a le même intérêt, vous et nous, c'est que cette mesure se développe. Donc, en ce qui concerne ce qu'on a fait, donc je répète un peu ce que disait Madame Lapointe, mais donc il y a eu en 2009 cette réforme pénale avec ce projet d'insertion. Donc plus aucune référence à l'emploi, il peut s'agir d'un projet d'insertion. C'est très général, ça paraît être très favorable au développement des aménagements de peine, oui. Et en plus, il y a eu une deuxième chose, et M. Fournier en a très bien parlé, c'est ce parcours d'aménagement de peine avec des mesures qui peuvent se succéder, mesures probatoires, etc. Ça paraît très favorable, mais ça demande un vrai professionnalisme au niveau des SPIP, puisque il faut que les associations que vous êtes reçuivent des personnes qui ont des projets bien identifiés. Il faut pas qu'il y ait une mauvaise orientation. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu un vrai travail de l'ADAP, puisqu'en octobre 2014 a été créée l'ADP SPIP, donc la direction de projet de SPIP, dont le but était justement d'accompagner les services déconcentrés à la loi de 2014, mais aussi de travailler sur les méthodologies d'intervention des SPIP. Donc sur ce point-là, elle s'est appuyée sur les règles européennes de probation. Ça, c'est très important parce que ces règles européennes de probation ont été, Madame Gors, à l'époque, la directrice de l'administration pénitentiaire, s'est déplacée sur les terrains pour nous dire, voilà, maintenant, évaluation, recherche d'adhésion, ce sont des règles obligatoires qu'il faut absolument être appliquées dans les SPIP. On s'est aussi appuyé sur les recommandations de la conférence de consensus qui avait lieu juste avant. Donc cette DPSPIP a donc finalisé son travail, même si elle existe encore, mais il y a eu un manuel de contraintes pénales très 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 intéressant pour les services qui dit aux services, attention lors de votre évaluation, prenez en compte un certain nombre de facteurs de risque de récidive que je ne dis pas que c'était pas pris en compte, mais c'était très empirique et on s'est beaucoup inspiré des études internationales pour mettre en place quelque chose de plus professionnel. Quand je dis professionnel, je dis pas qu'on n'était pas professionnel avant. Monsieur Potier disait toujours, en 2008, il disait nous sommes des jeunes adolescents, les SPIP, c'est vrai. Et maintenant, nous sommes des jeunes adultes, donc on est encore en train d'avancer en marchant. Et j'espère que ça sera toujours pour le développement des aménagements de peine. Et donc il y a aussi eu le manuel LSC. En ce qui concerne ce manuel LSC, la libération sous contrainte, on est en train de le finaliser. Il n'est pas encore diffusé. Ce qui est très intéressant dans ce manuel sous contrainte, c'est qu'on l'a rédigé l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire il y avait un comité national et c'était avec la collaboration, donc il y avait l'ADAP, mais aussi la DACG. Ensemble, on veut montrer au terrain qu'ensemble, on veut que cette mesure se développe et donc on propose des contenus de prise en charge, des contenus, des méthodologies en tenant compte
de cette nouvelle mesure, c'est-à-dire la temporalité et les nouvelles personnes prises en charge. Comme disait Madame Lapointe, c'est des personnes qui n'ont pas obligatoirement des projets, donc c'est peut-être des personnes avec lesquelles il faut qu'on s'habitue à proposer des LSC, même s'il n'y a pas de projet absolument finalisé. Voilà, donc ce qui a eu ensuite, c'est la méthodologie d'intervention des SPIP a été améliorée grâce à la constitution notamment d'un référentiel de la méthodologie d'intervention des SPIP qui va bientôt être, qui est en train de qui va passer au CT-SPIP en janvier 2017. Et puis, il y a eu une recherche-action sur des outils d'évaluation et on va aussi travailler sur une évolution du recrutement et de formation des CPIP. Ça avait été initié par Madame Gors qui pensait que peut-être qu'il y avait trop de juristes au niveau des CPIP et qu'il fallait peut-être un petit peu mixer l'origine universitaire des juristes avec peut-être plus socio, psycho. Donc on réfléchit aussi à cette question-là. Voilà. Alors maintenant il faut que les CPIP vraiment, et je vous dis, moi je pense qu'on est dans une démarche qui avance. Hein. Moi je trouve que ça a énormément avancé par rapport à 2008. Le diagnostic, l'évaluation, etc. C'est pas fini. Il faut orienter, il faut qu'on prospecte, il faut qu'on travaille avec vous pour qu'on ait des assos qui correspondent aux besoins des publics, et il faut pas qu'on oriente en fonction de l'association existante. Là-dessus, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Voilà. Ensuite, ma deuxième partie, c'est donc sur un problème récurrent. Madame Lapointe en a parlé, c'est donc les courtes peines, les moins de 6 mois, 97%, comme dit Madame Lapointe, donc sortent sans aménagement de peine. Or, même si c'est moins de 6 mois, des fois ils ont tout perdu, c'est-à-dire l'emploi et le logement. Donc on sait que il faut normalement très très vite réagir. Le rythme en maison d'arrêt ne permet pas aux CPIP de monter des aménagements de peine. Ça, c'est un constat. Je pense que c'est un réel constat. Il faut réagir là-dessus. Donc, Monsieur Urvoast a annoncé la création des QPS, parce que ça, on est convaincu à la DAP, bien sûr. Vous, bien sûr aussi, que la peine privative de liberté n'est pas une fin en soi, surtout pas, et qu'il faut absolument penser à la réinsertion dès l'entretien arrivant. C'est trop difficile en maison d'arrêt, donc cette idée de structure de QPS, donc des quartiers préparation à la sortie, effectivement, on est tellement dans ce sont donc des quartiers préparation à la sortie. Monsieur Urvoast l'a annoncé, ce sont donc des structures qui permettront on fera tout pour qu'elles permettent l'autonomisation et la responsabilisation de la personne détenue, c'est-à-dire lui permettre vraiment de lui donner toutes les conditions pour qu'elle sorte en aménagement de peine, ou en tout cas qu'elle sorte avec une sortie bien préparée en termes d'accès aux droits sociaux et de projets de réinsertion. Et pour ça, il y aura une fluidité des mouvements qui sera permis dans cette QPS qui n'existe pas pour l'instant dans les maisons d'arrêt. Il y aura une architecture qui permettra des actions collectives et une exigence sur laquelle nous, Bureau des aménagements de peines alternatives, on sera on fera très attention. C'est donc que ce soit dans des bassins d'emploi, ou en tout cas très proches de bassins d'emploi, des transports en commun, etc., pour que la réinsertion soit vraiment facilitée. Comme vous le savez, ça peut être difficile dans les maisons d'arrêt. Voilà. Donc ma troisième partie, c'est justement notre bureau. Je vais vous donner des petits exemples. Je veux surtout pas vous embêter, mais c'est un peu pour vous montrer ce qu'on fait et que je pense qu'on a le même objectif que vous. Donc c'est l'aide juridique et technique aux services déconcentrés, c'est-à-dire les services déconcentrés rencontrent un certain nombre de difficultés juridiques et techniques, notamment pour le PSE, c'est vrai, mais ça peut être aussi pour le TIG, pour le placement à l'extérieur. Il y a un certain nombre de questions qui se posent
nous, on associe notamment le bureau de l'insertion ou alors le bureau de l'action juridique pour répondre aux questions qui peuvent se poser. On a une deuxième activité qu'on trouvait intéressant de vous parler, c'était le fait qu'on réponde aux questions parlementaires. Donc ça c'est une activité notamment l'été. On reçoit les questions parlementaires et nous faisons des réponses pour montrer ce qu'on fait aux députés en matière de développement des aménagements de peine. Je vous donne un exemple. Sur la semi-liberté, les parlementaires nous demandent où vous en êtes dans l'état des lieux, qu'est-ce que vous faites pour surmonter les obstacles et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Donc nous, ça nous oblige à regarder sur le terrain, mais pourquoi ça bloque. Donc je vous donne l'exemple de la semi-liberté. On avait fait une réponse parlementaire au mois de septembre. La semi-liberté, oui, on a des obstacles. Il n'y a pas de parloir le week-end. Il y a des horaires qui sont pas toujours les horaires des centres des quartiers de semi-liberté notamment sont pas toujours adaptés par rapport au travail ou même au projet d'insertion générale. Donc on a des obstacles. Voilà ce qu'on propose. Et c'est là qu'a aussi germé cette idée d'OQPS, mais on propose et là aussi on est très attentif à ce que les centres de semi-liberté soient le plus autonomes possible pour qu'il y ait une ouverture 24 heures sur 24 et que ce soit pas rattaché à des contraintes de la maison d'arrêt. Voilà. On nous demande aussi une expertise constamment, une expertise pour le développement des aménagements de peine. Par exemple, c'est des exemples très concrets. J'espère que je vous ennuie pas avec ça, mais c'est pour vous montrer ce qu'on fait. En Martinique, l'opposition municipale le conseil municipal refusait absolument l'implantation d'un CSL dans sa ville. C'était à Lamentin, et donc nous avons recueilli auprès des autres centres de semi-liberté et des autres communes de France métropolitaine, notamment le CSL de Souffle-Versam près de Strasbourg ou celui de Corbeil dans l'Essonne, qui nous disaient mais il y a une vraie plus-value pour la cité, et on fait même des plateformes et des actions à l'extérieur. Donc les personnes sortent en semi-liberté pour faire des actions hygiène, etc. au sein de la cité, mais on fait d'autres choses, et puis on peut profiter même économiquement d'un centre de semi-liberté puisqu'il y a des actions culturelles, etc. qui demandent des chapiteaux, enfin tout ça. Donc on fait une réponse en l'occurrence, on avait fait une réponse à la Martinique en disant vous avez une opposition, mais regardez peut-être, on veut vous montrer que ailleurs c'est plutôt positif ce qui se passe. Voilà. Ensuite, quand on a des courriers, quand des courriers sont adressés, il y a le courrier d'un préfet qui avait écrit au ministre en proposant une action de réinsertion. Et bien là, on dit oui, on est très favorable et on trouve que c'est très bien que ce soit sous forme du placement à l'extérieur. Donc on rappelle toujours que la mesure qui nous paraît adaptée lorsque c'est des personnes notamment très désinsérées, grâce à vous, la prise en charge globale et individualisée, c'est dans le placement à l'extérieur qu'elle doit exister. Voilà. Et puis on a aussi beaucoup agi. Oui, on a aussi beaucoup agi dans le cadre de la signature des accords. Donc la Fondation de l'Armée du Salut en parlait du 12 janvier 2016 en créant des accords avec les grands opérateurs de la société civile pour favoriser la mise en œuvre d'actions de prévention et de lutte contre la récidive et de sortie de la délinquance. Ces conventions déterminent le cadre dans lequel les partenaires du ministère de la Justice souhaitent participer à l'accueil des personnes qui ont exécuté un TIG, un TNR, un stage de citoyenneté, un stage de formation civique, ou même tout simplement les associations qui veulent accueillir les personnes et accompagner les personnes dans le cadre de l'insertion sociale. Voilà notre activité. Et, je suis long. Je termine sur le focus PE. Moi, je voudrais dire que
J'entends bien sûr, on entend tout ce qu'a dit Monsieur Fournier. Le budget entre 2013 et 2015 a augmenté. On le dit quand même. Il était de 8 millions en 2013, en 2014 8 millions 6, en 2015 8 millions 7 et en 2016 9 millions. Ça c'est le budget, et c'est un budget qui est fléché. Et là-dessus, on est aussi très rigoureux, nous, Bureau des aménagements de peine et des alternatives. On dit aux services déconcentrés, s'il vous plaît, respectez ce fléchage PE, parce que si on le respecte pas, non seulement parce que c'est un budget fléché depuis 2012, et Bercy a accepté ce budget fléché. Attention, si on respecte pas ce fléchage, premièrement, ce budget pourrait le baisser. Deuxièmement, on est contre. Nous, on est contre le fait de lisser comme ça toutes les modalités vers une seule mesure d'aménagement de peine. Chacune a ses spécificités, et nous, on est convaincus de l'intérêt du PE grâce à la prise en charge globale, comme je le disais, la prise en charge globale et individualisée que font les associations, et qui est très importante, et que les SPIP ont bien sûr pas le temps de faire. Là-dessus, peut-être, Claire ? Oui, peut-être juste sur le budget PE, vous dire un petit peu, donc, il est fléché, donc, dans nos négociations avec Bercy, la ligne budgétaire, elle est indiquée comme telle, et donc, comme disait Régis Copière, c'est clair à l'égard des directions interrégionales. Peut-être juste vous dire, au niveau de la répartition de ce budget PE, enfin, en tout cas, de la gestion de ce budget PE, comment ça se passe en pratique? Alors je vous donne juste les grandes lignes parce que je peux pas rentrer après dans des détails extrêmement précis, mais c'est un budget qui est le montant que vous a donné Régis Copière, donc c'est le budget national. En général, il subit ensuite un gel de 8%. Enfin ça c'est les règles budgétaires qui ne s'appliquent pas que à la ligne du placement à l'extérieur. Et ensuite ce budget il est délégué aux directions interrégionales. Alors, il y a deux niveaux qu'il faut voir. Donc, dans la délégation aux directions interrégionales, il faut savoir que c'est des échanges qui ont lieu avec les directions interrégionales, qui remontent à l'administration centrale leurs besoins, le nombre de mesures qui a pu être pris en charge l'année précédente, le nombre de mesures d'aménagement de peine qu'ils envisagent de financer l'année suivante, les éventuels projets en cours qui sont encore pas couverts dans des conventions, et avec ça, c'est-à-dire des choses objectives dans les chiffres qu'on regarde, et les demandes des différentes directions interrégionales, il y a une répartition qui est faite sur ces critères. Donc la répartition, elle est faite au niveau central, et ensuite le budget est délégué aux directions interrégionales. Ensuite, le budget est ensuite géré par les directions au niveau des services déconcentrés, par les directions interrégionales. Alors après, on parlait d'interruption de financement. Effectivement, il peut arriver que l'enveloppe, bien que consommée, l'enveloppe totale allouée ne puisse pas en cours d'année, en fin d'année, couvrir la totalité des besoins. Mais ça, c'est le problème de toutes les enveloppes budgétaires. Mais ce que font les directions interrégionales, c'est qu'elles aussi, elles ont des dialogues avec leurs services pénitentiaires d'insertion et de probation pour voir là aussi. Donc moi, je vous parlais des dialogues avec les directions interrégionales. Les directions interrégionales, elles ont des dialogues avec leurs services pénitentiaires d'insertion et de probation qui remontent, pareil, les besoins, les projets en cours, les besoins non couverts. Et la répartition, elle est faite comme ça. Donc, voilà, effectivement, il peut arriver que l'enveloppe ne puisse pas suffire en fin d'année parce que elle aura été totalement consommée. Alors, ça, c'est une réponse un peu macroscopique. Après, alors, encore une fois, c'est difficile d'aller dans tous les détails, mais cette enveloppe, elle va pouvoir parfois être déléguée au début d'année. Parfois, elle est déléguée au niveau des services pénitentiaires. Enfin, pardon. Parfois, elle est l'enveloppe. Parfois, elle est figée. Ou parfois, il y a une délégation qui peut arriver en plusieurs étapes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, parce que je suis pas sûre d'être très claire. Peut-être ce qu'il faut retenir là de mon intervention, c'est que la répartition entre les directions interrégionales au niveau de l'administration centrale se fait dans le dialogue avec les directions interrégionales.
La gestion de l'enveloppe des directions interrégionales se fait dans le dialogue avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et il arrive que des services pénitentiaires d'insertion et de probation demandent en cours d'année une rallonge budgétaire qui peut ou non être octroyée selon ce qui reste sur la ligne budgétaire. Voilà, je pense qu'il faut peut-être oublier ce que j'ai dit avant qui n'était pas forcément très clair. Ce que je voulais juste vous dire, c'était un peu savoir, vous expliquer comment ce budget il était délégué aux directions interrégionales et comment après ça pouvait être géré au niveau interrégional. Mais enfin voilà, vous avez parlé d'interruption de financement. Ouais. Je peux me permettre une question? Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a plusieurs illustrations. Hein. Alors si effectivement la seule difficulté c'était d'arriver une enveloppe budgétaire qui serait effectivement dépassée par une forte consommation, je pense que ça serait que rassurant. Ça voudrait effectivement que la mesure est, on va dire, est activée. Je pense que les témoignages des associations, il est un peu autre, c'est-à-dire sur la question de l'arbitrage. Et on croit comprendre effectivement que la direction interrégionale est maître dans ses choix, ses décisions. Donc on a certaines directions interrégionales, notamment une sur plusieurs exercices, qui au mois de juin donc a informé les associations que les crédits fléchés ne l'étaient plus, au prétexte effectivement d'une ouverture importante de places de prison sur son territoire. Bon. Ça, c'est une première illustration. Deuxième illustration, aujourd'hui, ce qui pose beaucoup de difficultés pour certaines associations, notamment sur la DISP de Paris, même si c'est encore une fois une direction interrégionale qui promeut cette mesure-là, c'est des demandes qui sont un peu pressantes, qui se caractérisent à peu près au mois de juin, où on demande à l'association de projeter sa consommation. Nous sommes au mois de juin. Donc c'est très compliqué, à la fois pour une association c'est presque impossible, à 6 mois à l'avance, à 15-20% près, d'arriver effectivement à projeter une activité. Alors parfois il y a des relais qui se font avec le DESPIP qui va aussi faire sa superposition de propres projections, mais ça pose une réelle difficulté puisque que deviennent ces crédits à partir du moment où une activité d'association, si vous voulez, est déjà en difficulté au mois de juin, où elle est déjà à moins 30% de sa consommation, que deviennent ces crédits? Ça c'est une question. Alors après on ouvrira, je me permettais cette question. Oui, bien sûr. Alors après ça sera délicat, enfin pas délicat mais difficile pour moi de rentrer dans les exemples dont d'ailleurs j'ai pas forcément tout le temps, on n'a pas forcément tout le temps. Par contre ce qu'on peut vous assurer, puis alors, du coup c'est ce que Régis Claude Pierre a dit là sur votre premier exemple, une DI nous informe que les crédits fléchés ne le sont plus. Bon c'est clairement pas ce qu'on vient de vous dire et c'est pas un discours de façade ou des éléments de langage pour vous dire tout va bien, rassurez-vous, c'est fléché. Enfin, c'est réellement comme ça que ça se passe et c'est réellement, enfin comme ça que ça se passe dans le fléchage, dans nos échanges avec Bercy et dans nos échanges avec les directions interrégionales, c'est réellement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des questions sur le défléchage. Je vais pas faire l'oiseau tomber de son nid. Mais nous, quand on est interrogé, on réaffirme toujours avec force que le budget PE, il est fléché parce que ça a un sens. On veut le dédier à cette mesure d'aménagement de peine, parce que cette mesure d'aménagement de peine, elle est très spécifique. Elle nécessite un accompagnement, une organisation spécifique, et que si on déflèche, on ne respecte pas plus du tout ni ce qui avait été convenu dans nos dialogues budgétaire avec Bercy, ni ce que porte la direction de l'administration pénitentiaire, qui est de dire que ce budget, il doit être sanctuarisé et dédié à cette mesure unique. Donc là, je sais pas, vous parlez de défléchage, je sais pas pour quelle action, mais il se pose parfois des questions sur le défléchage pour soutenir d'autres mesures d'aménagement de peine. Nous, on dit le budget PE, c'est du budget PE. Voilà. Donc après, c'est intéressant d'avoir vos remontées, on les note et puis on... Merci pour votre réponse.